Alors, je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo d'un chapitre 4 intitulé le financement de l'aménagement. Celui qui demande une autorisation d'urbanisme, c'est à cette condition. Si vous ne demandez rien, il ne vous arrive rien. Celui qui demande une autorisation d'urbanisme, c'est-à-dire un permis de construire, un permis d'aménager pour réaliser un lotissement, une déclaration de travaux, peut devoir acquitter une participation dont l'objet est défini par une participation financière dont l'objet est défini par le Code de l'urbanisme. La demande de toute autre participation que celle prévue par le Code de l'urbanisme serait nulle. Il faut bien comprendre dans ce chapitre que le législateur a pris soin de s'assurer qu'une commune ne fasse pas du chantage, en quelque sorte, à l'occasion de la délivrance des permis de construire. Je vous délivre le permis si vous m'accordez tel ou tel avantage. Demandez donc à celui qui le demande, c'est-à-dire au pétitionnaire. Donc c'est pour ça que le législateur a posé des règles. Il y a un nombre de participations limitativement fixées par le Code de l'urbanisme qui ont certains objets que je vais voir, et il n'est pas possible d'en demander une autre participation que celle prévue par le Code de l'urbanisme à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, puisque c'est dans cette situation, d'une autorisation d'urbanisme plus généralement, car c'est dans cette situation que le propriétaire est dans une situation de faiblesse. Il a besoin de quelque chose. Je vous dis ça parce que dans un autre cadre, si une personne ne demande pas une autorisation d'urbanisme, elle peut, par une offre de concours, qui est un contrat que vous voyez sans doute dans un autre cours de droit public, elle peut proposer, un propriétaire peut proposer dans le cadre d'une offre de concours de verser une somme à la commune, et en échange de quoi la commune s'engage à réaliser une opération d'intérêt général, un projet d'intérêt général, un ouvrage. Ça, c'est possible, dès lors qu'il n'y a pas de demande de permis de construire. Mais s'il y a une demande de permis de construire, la somme qui peut être demandée au propriétaire est prévue limitativement par le Code de l'urbanisme. Alors, je vais voir ce chapitre en 3 sections parce que je vais voir tout d'abord dans une section 1 la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement a été créée il y a une dizaine d'années par l'article 28 de la loi du 29 décembre 2010, qui était la loi de finances pour 2011. Et cette loi de finances, donc cette taxe d'aménagement, qui est créée donc, il y a 11 ans, avait pour objet de se substituer à certaines participations demandées en matière d'urbanisme parce que les participations étaient nombreuses et on avait du mal à s'y retrouver. Donc le législateur dit, maintenant, il y aura la taxe d'aménagement qui va remplacer un certain nombre de participations. J'en ai déjà donné un exemple. Je vous avais dit notamment que le PLU peut exiger du constructeur qu'il réalise des places de stationnement. Et je vous avais dit, le constructeur peut se délier de cette obligation quand il est dans l'incapacité de construire des places de stationnement parce qu'il n'y a pas de terrain, le sous-sol n'est pas utilisable, en indiquant qu'il a obtenu des places équivalentes dans un parking public ou dans un parking privé. Eh bien, jusqu'à il y a 10 ans, il pouvait aussi s'acquitter de cette obligation en payant une participation pour non-réalisation des places de stationnement, dont le montant était, je crois, un maximum de 12 000 €. Eh bien, cette participation a été supprimée quand on a créé la taxe d'aménagement. De la même façon, il existait, plus important, plus diversifié, une participation pour voirie et réseaux divers. Eh bien, cette participation a été supprimée, remplacée par la taxe d'aménagement. C'est ce que je vais voir dans la section 1. Mais la taxe d'aménagement n'a pas remplacé toutes les participations. Il en reste. Je les verrai dans la section 2. Et puis, dans une section 3, je verrai que depuis une dizaine d'années, le législateur, et là encore, c'est un problème que j'ai déjà abordé, le législateur a considéré que les collectivités publiques, et en premier lieu la commune, pouvaient tirer un profit d'une plus-value réalisée par un propriétaire qui voit son terrain classé zone constructible, en zone constructible. Le terrain valait 10 € le mètre carré, il vaut 100 € parce que le terrain était en zone naturelle et maintenant il est terrain à bâtir, il est en zone urbaine. Eh bien, le législateur a considéré, c'est ce que je verrai dans la section 3, que les communes peuvent instituer une taxe sur la plus-value générée par ce classement. Je l'avais abordé lorsque j'ai vu la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. En général, on disait, en droit de l'urbanisme, le propriétaire qui subit une servitude d'urbanisme, exemple, mon terrain est classé en zone naturelle, il est inconstructible, ne peut pas demander de réparation,
mais en contrepartie, on ne lui demande pas de payer une plus-value quand il bénéficie d'une règle d'urbanisme. Eh bien, ce parallèle, cette liaison est supprimée. Il y a toujours non-indemnisation des servitudes d'urbanisme que j'ai vu dans le cours il y a quelques semaines, mais maintenant, il y a une taxe sur la plus-value à certaines conditions, et je les verrai en section 3. Donc, je commence par la section 1, la taxe d'aménagement. Comme je vous le disais à l'instant, le législateur a créé la taxe d'aménagement pour qu'elle se substitue à diverses participations par une loi du 29 décembre 2010, c'était la loi de finances pour 2011. La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes qui sont dotées d'un PLU, sauf si la commune décide d'y renoncer. Donc, si la commune est dotée d'un PLU, s'applique sur le territoire de la commune la taxe d'aménagement, sauf à ce que le conseil municipal vote une délibération indiquant expressément que la taxe d'aménagement ne s'appliquera pas sur le territoire communal. Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, ce n'est pas une obligation, nous l'avons vu, eh bien, le conseil municipal pourra instituer cette taxe d'aménagement. Donc, elle n'existe pas de plein droit. Il y a une part communale de taxe d'aménagement, mais il y a également une part intercommunale. Les communautés urbaines, les métropoles, pas la métropole du Grand Paris, mais les communautés urbaines, les métropoles, les autres EPCI à fiscalité propre, communautés d'agglo, communautés d'agglomération, communautés de communes, peuvent instituer une part intercommunale. Le conseil départemental peut également instituer une part départementale qui a pour objet de financer un certain nombre d'opérations que l'article L331-3 du Code de l'urbanisme énumère. Ce sont essentiellement des politiques de protection des espaces naturels. Dans un chapitre précédent, dans une vidéo, j'ai vu que le département détient un droit de préemption pour protéger des espaces naturels. Ça coûte cher, ne serait-ce que préempter. Eh bien, le département peut instituer une part départementale à la taxe d'aménagement pour financer ce type d'opération. Ça veut dire que la taxe d'aménagement ne peut pas financer n'importe quoi. Elle peut financer les objets, il y en a une dizaine, qui sont énumérés à l'article L331-3 du Code de l'urbanisme. De la même façon, quand la commune institue ou quand la taxe d'aménagement existe de plein droit sur son territoire, la commune ne peut pas financer n'importe quelle opération avec le produit de la taxe d'aménagement. Il est indiqué à l'article L331-1, article L331-1 du Code de l'urbanisme, que la taxe d'aménagement peut financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L101-2 du Code de l'urbanisme. C'est l'article, vous savez, qui fixe les objectifs de la politique d'urbanisme: renouvellement urbain, mixité sociale, équilibre entre l'urbain et le rural, etc. C'est assez large quand même. Mais la taxe d'aménagement ne peut financer que ces opérations, certes très largement définies. Ces précisions étant faites, je vais traiter la taxe d'aménagement comme une taxe comme les autres. Vous avez dû voir ça en droit fiscal, hein, il y a des règles à appliquer en matière de taxes. Cela commande mon plan. Paragraphe 1er, fait générateur. Quel est le fait qui doit conduire à payer la taxe d'aménagement? Alors ça, la réponse nous est apportée par l'article L331-6 du Code de l'urbanisme. Article L331-6, je le cite: les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction, d'agrandissement des bâtiments, aménagement de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du Code de l'urbanisme, donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement. Donc, vous voyez, les différentes opérations d'aménagement ou d'urbanisme, agrandissement, extension, nouvelle construction, donnent lieu au paiement de la taxe. Le redevable de la taxe est celui qui bénéficie de l'autorisation. Un propriétaire demande un permis de construire, a priori, c'est lui qui doit la payer, cette taxe d'aménagement. Le fait générateur de la taxe est normalement la date de délivrance du permis de construire, de l'autorisation d'urbanisme plus généralement. Paragraphe 2, exonération. Les articles L331-7 et 9, les articles L331-7 et 9 énumèrent un certain nombre de travaux qui sont exonérés. Pas de taxe d'aménagement. Par exemple, pour les bâtiments affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État. Ou encore les constructions et aménagements réalisés dans
dans le périmètre d'un projet urbain partenarial. Je vais voir ça plus loin, le projet urbain partenarial, mais là, c'est une fausse exonération. La taxe d'aménagement, le constructeur est exonéré de la taxe d'aménagement parce que le projet urbain partenarial est une convention créée, je crois, par une loi de 2006 qui permet à la collectivité publique d'exiger que le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme finance les travaux de viabilisation. Donc, comme il les finance dans le cadre du projet urbain partenarial, par ailleurs, on ne lui demande pas de payer une taxe d'aménagement. Certaines exonérations sont obligatoires, d'autres facultatives. Il revient alors au conseil municipal de voter une délibération pour la prévoir si elle est facultative. L'article 331-12 prévoit également des abattements. La taxe d'aménagement s'applique sur toute la surface construite, démolie, etc., agrandie, etc. Mais cet article L331-12 prévoit des abattements. Un abattement de 50%, par exemple, est appliqué sur les valeurs, la valeur de la surface construite, pour les locaux destinés à abriter, par exemple, une maison de retraite, ou pour les 100 premiers mètres carrés d'un local d'habitation. Vous construisez une maison de 200 mètres carrés, eh bien, la taxe ne s'applique que sur les 100 mètres carrés après les 100 premiers mètres carrés. Les différents abattements peuvent s'appliquer. Exemple, un arrêt du Conseil d'État du 19 décembre 2019, Conseil d'État 19 décembre 2019, numéro 418 800. L'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Le maire de Toulouse a délivré un permis de construire un ensemble de 92 logements et certains logements sont des logements sociaux. Ces logements sociaux bénéficient d'un abattement. Et le tribunal administratif avait estimé que les abattements ne sont pas cumulables. Le Conseil d'État rejette cet argument. Il y a un abattement pour les quelques logements sociaux qui sont compris dans l'ensemble de 92 logements, mais les autres logements peuvent bénéficier d'un autre abattement si l'abattement est prévu dans l'article que je viens de citer, l'article du Code de l'urbanisme, article 331-12. Paragraphe 3, base d'imposition. Je suis le plan qu'on adopte quand on traite d'une taxe de caractère fiscal. L'assiette de la taxe d'aménagement, que paye le titulaire de l'autorisation d'urbanisme, que je viens de dire, est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction. Alors, cette valeur par mètre carré, la surface de la construction, est fixée, je ne pense pas que ça ait changé, à 660 €. C'est l'article L331-11 du Code de l'urbanisme. Donc, vous construisez 100 mètres carrés, 100 mètres carrés au-delà des 100 mètres, eh bien, 150 mètres carrés, c'est 50 mètres carrés fois 660 €. Ça, c'est la base d'imposition. Ce n'est pas forcément pas la taxe que vous allez payer, c'est la base d'imposition. Une précision a été apportée récemment dans un arrêt du Conseil d'État du 25 mars 2021, Conseil d'État 25 mars 2021, numéro 431 603, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Dans cet arrêt, le Conseil d'État juge que la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Une personne construit 140 mètres carrés, la base d'imposition, c'est 140 mètres carrés. Or, le titulaire de l'autorisation dit « Ah non, ce n'est pas 140 mètres carrés parce que j'ai construit, certes, 140 mètres carrés, mais ça remplace une construction de 50 mètres carrés qui a été démolie et à la place, on a reconstruit 140. » Il dit, le titulaire, celui qui doit payer, dit « Ah ben non, la taxe, c'est 140 mètres carrés moins 50. Ça fait 90 mètres carrés. » Non, c'est la surface totale qui résulte du projet, sans compter les démolitions. Si la construction réalisée, c'est 150 mètres carrés, eh bien, la base d'imposition, c'est 150 mètres carrés.
Paragraphe 4, taux d'imposition. Là, les 660 mètres carrés, c'est la base. On multiplie ce 660 € par le nombre de mètres carrés. Mais à combien est le taux d'imposition? Eh bien, par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou EPCI à fiscalité propre, qui sont bénéficiaires de la part communale ou intercommunale, de la taxe d'aménagement, fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Ce taux ne peut pas être fixé librement. C'est le conseil municipal qui le fixe, mais le taux peut être fixé dans une fourchette comprise entre 1% et 5% selon les aménagements à réaliser, puisque la taxe doit financer des aménagements. La taxe ne peut pas être 10% de 660 €, c'est 5% maximum. Donc, ça peut varier selon les secteurs du territoire. La délibération est valable pour une période d'1 an. Elle est votée avant le 30 novembre. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée. Si le conseil municipal ne fixe pas le taux à instituer la taxe, ou même la taxe s'applique de plein droit parce que la commune est couverte par un PLU, mais le conseil municipal n'a pas précisé le taux. Alors, dans le silence de la délibération du conseil municipal, le taux est de 1%, c'est le taux minimal. Mais il est dit donc que la délibération est reconduite de plein droit. Si, par exemple, un conseil municipal a institué une taxe d'aménagement qu'il a portée à 5%, s'il ne vote pas une nouvelle délibération l'année suivante, le taux ne repasse pas à 1%. Non, le taux de 5% est reconduit de plein droit. Conseil d'État, 24 avril 2019, numéro 417 980. L'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Le Bon. L'article 331-2, par ailleurs, dispose que les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de 3 ans à compter de leur entrée en vigueur, mais tant que l'organe délibérant n'a pas pris une délibération expresse renonçant à la taxe, celle-ci n'est pas privée de base légale. Conseil d'État, 9 mars 2016, numéro 391 190. Alors, je viens de vous dire que le taux maximum est de 5%, mais à certaines conditions, la commune peut instituer un taux majoré. C'est l'article 331-15 qui le dit. Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs par une délibération motivée, la commune va devoir dire pourquoi, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. On construit un quartier nouveau, donc il va falloir tout faire. Les aménagements sont très coûteux. Eh bien, cela peut motiver un taux maximal appliqué aux autorisations d'urbanisme de 20%. Le Conseil d'État vient de confirmer à propos d'une délibération en ce sens du Conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Donc, c'est un arrêt du Conseil d'État du 9 novembre 2020, numéro 438 285. L'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Le Conseil d'État a estimé, a confirmé qu'il vérifiera, quand la commune applique un taux majoré, que les travaux, l'importance des travaux dans le secteur justifiait ce taux majoré. Donc la commune ne peut pas considérer qu'elle a un blanc-seing, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Alors, après avoir vu la taxe d'aménagement, je vois dans une section 2 les participations des constructeurs et des lotisseurs. Je vous l'ai dit dans l'introduction, donc section 2, les participations des constructeurs et des lotisseurs, je l'ai dit, le législateur veille à ce que lors d'une construction, la commune, la délivrance d'un permis de construire, la commune n'exige pas du constructeur le paiement de sommes indues, très risquées. Il y a un risque de corruption. C'est pour ça que la délivrance de la participation, donc quand elle est liée à une autorisation d'urbanisme, eh bien, elle est très encadrée pour être sûr que la commune ne profite pas de son pouvoir. Je veux que vous voulez construire, eh bien, vous pouvez me payer n'importe quoi. L'article 332-6 énumère les taxes et participations qui peuvent être demandées à celui qui sollicite une autorisation d'urbanisme. Il y a tout d'abord, on vient de la voir,
la taxe d'aménagement. Ensuite, la contribution aux dépenses d'équipement public mentionnées à l'article L332-6-1-2 petit c. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ça vise la participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels. Je vais dire ce que c'est. Troisième participation qui peut être demandée, la participation pour la réalisation d'équipements propres, qui sont mentionnés à l'article L332-15. Était visé également, mais ça a été supprimé, le versement pour sous-densité. La loi, il me semble que c'est la loi Duflot de 2014, hein, c'est l'inspiration, voulait lutter contre le fait de ne pas utiliser pleinement un sol et de ne construire, donc, vous pouviez construire 400 mètres carrés sur le terrain et finalement, vous ne construisez que 100 mètres. Ce n'est pas bon pour la consommation des sols, ça. Si vous construisez 400 mètres carrés, ben vous allez peut-être pouvoir loger 4 ménages, alors que 100 mètres, vous n'en logerez qu'un. Et donc, il y a cette loi, je crois que c'est la loi Duflot de 2014, qui avait imposé la possibilité, enfin le conseil municipal pouvait imposer un versement pour sous-densité. Si vous n'utilisez pas toute la possibilité de construire qui est prévue par les règles du PLU que nous avons vu auparavant, vous pouviez construire 3 étages, vous n'en construisez que 2, eh bien on pourra vous imposer, le conseil municipal pourra vous imposer une participation qu'on appelait le versement pour sous-densité, pour une somme que vous payez parce que vous n'avez pas utilisé toutes les possibilités de construire. 6 ou 7 ans plus tard, le législateur a constaté que les communes n'avaient pas usé de cette possibilité de créer le versement pour sous-densité. Il y avait moins d'une vingtaine de communes qui l'avaient institué. Et donc, le législateur, c'est l'année dernière, je crois que c'est la loi de finances pour 2021, a supprimé ce versement pour sous-densité. Donc, on l'oublie. Peut être demandé également à celui qui demande un permis de construire, mais je ne la verrai pas dans ce cours parce que ça ne relève pas directement du droit de l'urbanisme, le versement de la redevance d'archéologie préventive, qui est prévu dans le Code du patrimoine, article L544-2 à L524-2 à L524-13. De quoi s'agit-il? Je le dis quand même. Vous l'avez constaté dans votre commune ou quand vous vous promenez, il y a des travaux importants qui sont réalisés et on trouve dans le sous-sol des vestiges archéologiques. Ils sont protégés. Ça va exiger de faire des études. Ça va bloquer la réalisation des travaux parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres vestiges à déterrer. Tout ça coûte cher. Et depuis 15 ans, on se posait la question du financement. Qui finance ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est-à-dire chercher, à l'occasion de travaux, des vestiges présentant un intérêt archéologique, historique, etc., culturel. Et donc, ces travaux sont financés par une redevance d'archéologie préventive que je ne vois pas parce qu'elle est dans le Code du patrimoine. Voilà donc les participations qu'il est possible de demander à celui qui demande une autorisation de construire, un permis de construire, qui dépose une déclaration de travaux, un permis d'aménager. Si la commune a demandé une somme qu'elle n'avait pas le droit de demander, c'est une participation non prévue, ou elle a demandé une participation pour équipement propre et ce n'était pas un équipement propre, une participation pour équipement public exceptionnel et ce n'était pas un équipement public exceptionnel, eh bien le titulaire de l'autorisation, qui l'a payé ou qui refuse de la payer, pourra réclamer la somme qu'il a versée pendant 5 ans, la répétition de l'indu. C'est redoutable, parce que parfois, le maire va délivrer un permis de construire parce que la personne s'engage à participer à des travaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour payer le rond-point si je vous donne... D'accord, 300 000 € pour faire le rond-point. Le permis de construire est délivré, et puis ensuite, la grande surface dit « Ah non, non, mais là, ce n'était pas un équipement public exceptionnel, c'est faux, donc je demande, ou je refuse de payer la somme, ou même plus rusé, je demande que la commune me reverse la somme. » S'il y a litige, le juge administratif sera saisi, et si le juge administratif constate qu'effectivement, les conditions de la participation n'étaient pas réunies, il demandera à la commune de reverser la somme qu'elle a irrégulièrement demandée. Et ça a permis à la personne d'obtenir son permis, ça ne lui sera pas enlevé, et de récupérer la somme qui avait peut-être amadoué la commune. Et puis, il y a aussi, je crois qu'il ne figure pas dans cette liste de l'article 332-6, mais il faudra dire aussi un mot du projet urbain partenarial qui permet lui aussi de réclamer une somme à celui qui entreprend des travaux, qui demande une autorisation d'urbanisme. Alors, je vois ces différentes participations rapidement.
paragraphe premier, participation pour équipement propre. Donc, paragraphe premier, participation pour équipement propre. Cette participation est prévue à l'article L 332-15. L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, en général c'est le maire, d'aménager ou de lotir, donc qui délivre le permis de construire, le permis d'aménager, qui ne s'oppose pas à une déclaration, exige du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, notamment, ce qui veut dire que ce n'est pas exhaustif, en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz, électricité, les réseaux de télécommunications, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, ça c'est l'assainissement, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeu et les espaces plantés. Vous voyez, quelqu'un demande un permis de construire. Ce projet nécessite la réalisation de l'un de ces équipements, la liste n'étant pas exhaustive. Eh bien, si c'est un équipement propre au permis délivré, il sera possible de demander, ce n'est pas une obligation, mais il sera possible que la commune demande une participation à celui qui demande le permis pour réaliser les équipements propres à l'autorisation. Il est certain que, par exemple, vous voyez, les aires de jeu, ça ne sera pas exigé d'une personne individuelle qui demande un permis de construire une maison. En revanche, celui qui demande un permis d'aménager pour construire un lotissement, il est possible de prévoir une aire de jeu pour les 25 enfants qui, potentiellement, peuvent être habitants du lotissement. Il est précisé à l'article 332-15 que l'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur, etc., faire financer donc par le pétitionnaire le raccordement au réseau, et là sont visés l'eau et l'électricité, deux réseaux. Donc les travaux donc, de raccordement de réseau, dès lors que ce raccordement n'excède pas 100 mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Donc là, vous voyez, c'est l'hypothèse particulière, le problème se pose fréquemment. Quelqu'un demande un permis de construire. Pour être raccordé au réseau d'eau ou d'électricité, il faut 80 mètres de canalisation. Eh bien, c'est un équipement propre. Il sera possible de demander au pétitionnaire de le payer. Et surtout, on ne pourra pas lui refuser le permis en disant « Ah ben non, mais vous êtes à 80 mètres du réseau. » Et lui, le pétitionnaire va dire « Oui, je sais, mais je suis prêt à payer les 80 mètres de réseau, jusqu'à 100 mètres, ou d'électricité, de raccordement, à condition que le réseau sur lequel on arrive soit suffisant, que la nouvelle construction n'exige pas de modifier le réseau en lui-même. » Alors, quelques précisions sur cette participation pour équipement propre. Premier élément, l'équipement ne doit bénéficier qu'à celui qui demande le permis. Sinon, ce n'est pas un équipement propre. Alors là, la jurisprudence est abondante. Exemple, cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, le maire de Béton, BE2TON, a accordé à une société l'autorisation de créer un lotissement de 9 lots, on appelle ça un permis d'aménager maintenant, et il lui a demandé également d'acquitter à la société une participation donc de 60 000 €, et c'est important, correspondant à des travaux de renforcement du réseau public de distribution de l'eau. Le lotisseur, la société, conteste avoir à payer cette somme, et la cour administrative d'appel lui donne raison. Il apparaît que les travaux qu'on lui a demandé de financer ne bénéficient pas uniquement au lotissement. Il s'agissait donc de travaux de renforcement du réseau d'eau, notamment par la pose d'un poteau d'incendie. On sait que l'urbanisme s'intéresse beaucoup à ça. Il faut que les pompiers puissent arriver, il faut qu'il y ait de l'eau à proximité. Donc, en cas d'incendie dans le lotissement, on avait dit, ben voilà, il va falloir financer un poteau d'incendie, 60 000 €, puis d'autres travaux de desserte.
on paye. On demande au lotisseur de payer. Mais la cour administrative constate que ce poteau d'incendie pourra être utilisé en cas d'incendie ailleurs que dans le lotissement, pour les maisons voisines. Peu importe, c'est intéressant dans l'arrêt, peu importe que, auparavant, avant la construction de ce lotissement, le dispositif d'incendie était suffisant et qu'il aurait été possible de demander au lotisseur de créer une réserve d'eau en cas d'incendie. Il dit, bah, écoutez, on vous donne l'autorisation de lotir, le permis d'aménager, mais vous créez une retenue d'eau qui va permettre d'agir en cas d'incendie. Les pompiers pourront se servir. Ce n'est pas le choix qui a été fait, c'était de créer un poteau d'incendie. S'il y avait une retenue d'eau, ça n'aurait bénéficié qu'au lotissement. Mais le poteau d'incendie, lui, il va être utilisé par toutes les habitations du voisinage s'il y a incendie. Eh bien, ce n'est plus un équipement propre. Même si, encore une fois, même si auparavant, les autres constructions étaient protégées contre l'incendie. On n'avait pas besoin de ce poteau d'incendie pour les autres constructions. Mais maintenant qu'on l'a, on pourra l'utiliser en cas d'incendie pour les autres constructions. Ça suffit à lui retirer son caractère d'équipement propre. Autre exemple, le maire ne peut pas imposer à celui qui demande un permis de financer des travaux d'élargissement d'une voie si cette voie est utilisée par d'autres. Je pourrais vous citer aussi des arrêts, mais je ne vais pas en abuser. Autre élément, j'en ai déjà parlé, une extension du réseau d'électrique ou d'eau de moins de 100 mètres peut être qualifiée d'équipement propre. Au-dessus, ce n'est plus un équipement propre. Très important parce que j'ai vu plus haut que lorsqu'un terrain n'est pas desservi par les réseaux, le maire peut, et je dirais même doit refuser le permis de construire en prétextant que le terrain n'est pas desservi par les réseaux, qu'il n'est pas en mesure de dire quand il le sort. Très important parce que si le maire accorde le permis alors que le terrain n'est pas desservi par les réseaux, ensuite, le titulaire du permis pourra exiger le raccordement. Vous m'avez donné un permis, ça veut dire que le terrain était desservi, je m'aperçois qu'il ne l'est pas, je vous demande d'assurer le raccordement. C'est pour ça que le maire doit refuser. Mais si les travaux de raccordement au réseau d'eau et d'électricité consistent seulement à faire une canalisation de 100 mètres maximum, eh bien, en vertu de l'article L332-15, je crois, en dessous de 100 mètres, c'est un équipement propre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le maire ne peut pas refuser le permis de construire en disant « Ah ben non, je ne peux pas vous le donner parce que pour raccorder votre maison au réseau d'eau ou d'électricité, il faut que vous fassiez 100 mètres de canalisation. » Non, 100 mètres, c'est un équipement propre. Si le pétitionnaire dit « Moi, je paye », on ne peut pas lui refuser le permis de construire. Naturellement, s'il dit « Moi, je ne payerai pas », là, naturellement, il faut lui refuser le permis de construire puisqu'il refuse de payer un équipement qui lui est propre. Donc, le juge va vérifier ça, hein, si c'est 100 mètres ou plus. Cour administrative d'appel de Nantes, 2 mai 2014, numéro 13 NT 00181. Le maire refuse un permis de construire en se fondant sur l'article L111-4, en indiquant que la construction est à 145 mètres du réseau d'électricité. Il y a erreur, c'est 80 mètres. Donc, à 145 mètres, le maire pouvait dire « je refuse ». Je refuse, ne peut pas dire « je paierai les 100 premiers mètres ». Non, je refuse le permis parce que vous n'êtes pas raccordé au réseau. Si c'est 80 mètres, j'accorde le permis sous réserve que vous réalisiez à vos frais les 80 mètres de réseau d'extension nécessaires. Le juge vérifie que l'équipement n'est utile qu'à celui qui paye la participation. Sinon, ce n'est pas un équipement propre et ça ne peut pas être demandé. Exemple, Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2014, numéro 12 MA 01 208 028. 12 MA 01 028. Dans cette affaire, le maire a demandé à celui qui sollicitait un permis de construire de financer la pose de filets qui doivent protéger le terrain des risques d'éboulement. Dans l'énumération que j'ai vue tout à l'heure, vous avez les équipements qui peuvent être payés sur le fondement de cette participation, il n'y avait pas ça. Mais je l'ai dit, c'est notamment, il y a une liste de participation d'équipements qui peuvent être financés par la participation pour équipement propre, mais cette liste n'est pas exhaustive. Donc, pose de filets pour protéger contre les risques d'éboulement,
il apparaît, le Conseil d'État, la Cour administrative constate que seules les constructions objets du permis vont faire l'objet de cette protection. Le filet les protège uniquement elles. Autre précision, Conseil d'État 24 avril 2012, Conseil d'État 24 avril 2012, numéro 340 954, une canalisation peut être un équipement propre alors même qu'elle ne dessert pas un lotissement, mais permet d'éviter qu'il ne soit inondé. Le maire de Pugeot, PU-JAUT, a délivré une autorisation de lotir, c'est-à-dire un lotissement, et a imposé une participation pour réalisation d'un équipement propre, une canalisation permettant l'écoulement des eaux. Le lotisseur demande la restitution en disant que cette canalisation ne permet pas de desservir en eau le lotissement. La Cour administrative rejette cette demande de récupération de la somme parce que c'est une canalisation qui va empêcher que ce lotissement soit inondé. C'est un équipement propre. Dernière précision, si le maire a demandé une participation pour équipement propre à tort, mais que la participation peut être qualifiée d'équipement public exceptionnel, que je vais voir dans le paragraphe suivant, eh bien, il peut, devant le juge, requalifier. Je me suis trompé, le titulaire de l'autorisation demande la récupération en disant « ce n'est pas un équipement propre ». C'est vrai, je me suis trompé, mais je pense que ça peut être qualifié d'équipement public exceptionnel. Eh bien, le juge acceptera. Si c'est un équipement public exceptionnel, la somme pouvait être demandée sur un autre fondement à celui qui a demandé l'autorisation d'urbanisme. Donc, paragraphe 2, participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels. C'est l'article L332-8. Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricoles, commerciales ou artisanales, qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Donc, c'est quelqu'un qui demande un permis pour construire un équipement, et cet équipement va générer des besoins exceptionnels, en termes de voirie, de réseau, etc. Eh bien, la commune, le maire, quand il délivre le permis, peut lui demander de payer cet équipement public exceptionnel. Là encore, le juge vérifiera quand même qu'il s'agit d'un équipement exceptionnel. L'article le précise, cette participation ne peut être exigée qu'à l'occasion de la délivrance d'un permis permettant la réalisation d'un établissement industriel, nous dit l'article L332-8. Mais le juge n'est pas trop regardant sur la notion d'établissement industriel. Par exemple, il a estimé qu'une résidence de tourisme est un établissement industriel au sens de l'article L332-8. Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, numéro 13 NT 03 270. De même, une porcherie, normalement c'est un établissement agricole, peut être qualifié d'établissement industriel. Donc, le maire de Saint-Alpinien pouvait demander à l'éleveur qui construit la porcherie une participation permettant de financer l'élargissement et le renforcement de la voie qui mène à la porcherie. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 décembre 2010, numéro 10 BX 00504. C'est un chemin qui était peu fréquenté, qui mène à la porcherie. Et du fait de cette porcherie qui va accueillir 300 animaux, 300 porcs, eh bien, il va y avoir un trafic de camions et la voie qui existait auparavant n'était pas en mesure d'accueillir de tels camions. Donc, c'est bien parce qu'on construit une porcherie qui va nécessiter le passage de camions plusieurs fois par jour alors qu'il ne passait jamais un camion auparavant, qui montre que cet élargissement de la voie est un équipement public exceptionnel. Vous voyez la différence avec un équipement propre. La voie sera utilisée par d'autres que l'éleveur. Dans l'équipement propre, il faut que ça ne soit utilisé que par celui qui demande le permis. Dans l'équipement public exceptionnel, l'équipement est utilisé par d'autres personnes que celui qui paye, mais c'est celui qui paye qui demande un ouvrage, un redimensionnement de l'ouvrage. L'exemple type, c'est la grande surface qui s'installe à la sortie du centre-ville, de la ville,
Auparavant, il passait, je sais pas moi, 1000 voitures par jour, et du fait de la création de ce centre commercial, il va en passer 10 000. La circulation va être très rapidement bloquée. Si vous n'avez que des stops, des choses comme ça, vous allez rester bloqué au stop un quart d'heure avant que les voitures passent. Et donc, on construit un rond-point. Eh bien, le maire pourra demander à l'établissement qui installe la grande surface ou la zone commerciale de financer ce rond-point, qui est un équipement public exceptionnel, même s'il est utilisé par des gens qui ne vont pas à la grande surface. Alors, je l'ai dit, le juge vérifie qu'il s'agit bien d'équipements publics exceptionnels. Vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, numéro 13 NT 03270. Donc, le maire d'Oison, OIZON, émet un titre exécutoire contre un propriétaire qui a obtenu un permis de construire un poulailler et lui demande donc de payer 22 000 euros parce que la réalisation de ce poulailler a nécessité des travaux de croisement sur la voie en cause. Il y a des camions, là encore, qui vont venir de temps en temps livrer en aliment le poulailler, donc il y a des croisements difficiles, la route est étroite, donc le maire a demandé, dans le cadre du permis, à l'éleveur de volailles de financer ces travaux. Le Conseil d'État, à la différence de la porcherie de tout à l'heure, la Cour administrative d'appel de Nantes plutôt, constate qu'il va passer un ou deux camions, peut-être, mais pas des dizaines comme dans l'exemple de la porcherie, et que, en fait, la commune souhaite profiter de la délivrance de ce permis pour faire payer à l'éleveur des travaux d'élargissement de la voie qui auraient dû être faits depuis longtemps, parce qu'il y a déjà une circulation importante. La construction du poulailler ne change pas substantiellement la circulation. Elle rend plus nécessaires les travaux, mais ils étaient déjà nécessaires avant. Donc, ce ne sont pas des travaux qui peuvent être financés par un équipement public exceptionnel. La participation doit être demandée à l'occasion de la délivrance du permis de construire, pour les raisons que je vous ai indiquées auparavant, mais dès lors que le maire a demandé la participation en délivrant le permis de construire, il peut ensuite en préciser les modalités de calcul. Il n'est pas nécessaire que les modalités de calcul de la participation figurent dans le permis de construire lui-même. Il faut que la participation soit demandée. Sachez que si je vous délivre le permis de construire, c'est à la condition que vous payiez une participation publique exceptionnelle pour construire un rond-point. Mais je ne l'ai pas financé. Je n'ai pas évalué le coût de ce rond-point. Cette évaluation pourra intervenir plus tard. En revanche, si la participation pour construire le rond-point n'est pas prévue dans le permis de construire, il ne sera pas possible de la demander après. Paragraphe 3, le projet urbain partenarial. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit l'article 332, je crois que c'est 15, nous donne la liste des participations. Il y en a une qu'il faut ajouter, c'est le projet urbain partenarial. Alors, ce projet urbain partenarial, c'est un contrat, il a été prévu, il est à l'article 332-11-4, je crois que c'était créé par une loi de 2006. Donc, dans les zones urbaines et les zones à urbaniser, délimitées par les PLU ou les documents d'urbanisme, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs, etc. Donc, on réalise une opération d'aménagement, eh bien, il est possible pour la commune de conclure une convention de projet urbain partenarial avec le constructeur qui va s'engager à financer les travaux. L'avantage, c'est pour ça que ça a été voté, je crois, en 2006, c'est de permettre un préfinancement. La commune n'a pas à préfinancer. Le constructeur dit, voilà, si vous me délivrez le permis, moi, je vais les faire, les travaux. Je les paye. C'est un avantage pour la commune qui n'a pas à avancer l'argent. L'année dernière, quand je faisais le cours, un étudiant me dit « mais je ne vois pas la différence avec l'équipement public exceptionnel ». Et je pense que je n'ai pas été bon dans mon explication. Enfin, il a eu la délicatesse de ne pas me faire de remarques, hein, mais je n'étais pas pleinement convaincant. Et vous constatez à la lecture de cet article que finalement,
le problème de frontière ne se pose pas tellement avec l'équipement public exceptionnel, mais avec l'équipement propre. C'est un équipement propre à l'aménageur plutôt qu'un équipement public exceptionnel. Mais ce n'est pas qu'un équipement propre puisque, et c'est l'intérêt d'avoir créé ce projet urbain partenarial, parce qu'il est dit plus loin dans le même article que lorsque l'équipement que l'on demande à l'aménageur de financer n'est pas utilisé uniquement pour lui, donc ce n'est pas un équipement propre, si on lui demandait une participation pour équipement propre, ça serait annulé, parce qu'on dirait, ah non, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous demandez une personne demande un permis de construire et dit, voilà, le maire dit, je voudrais que vous construisez, vous financiez la construction d'une borne incendie. Si cette borne incendie est utilisée par celui qui demande le permis, mais aussi par un autre, ce n'est pas un équipement propre, ça ne peut pas être demandé. Eh bien, le projet urbain partenarial, la somme qui est mise à la charge de celui qui conclut la convention de projet urbain partenarial peut être calculée au prorata de l'utilisation qui fera des équipements. Et donc, l'équipement peut être utilisé par d'autres. Vous voyez la différence avec la notion d'équipement propre. Le périmètre de la convention est délimité par le conseil municipal. Et puis ensuite, donc, on va évaluer les travaux de viabilisation nécessaires et une convention sera signée entre la commune et l'aménageur en disant, voilà, vous vous engagez à payer telle somme. La convention de projet urbain partenarial, c'est un contrat administratif soumis au régime du contrat administratif que l'on voit dans d'autres cours. Exemple, cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 2021, numéro 19 LY 01 852. Un propriétaire a déposé une demande de permis d'aménager pour réaliser un lotissement de 15 lots. Il a conclu un contrat de projet urbain partenarial avec la commune, sur le territoire de laquelle se trouvera le lotissement, portant sur la prise en charge financière des travaux nécessaires à la réalisation de son projet. Extension du réseau d'eau potable, extension et renforcement du réseau électrique, aménagement d'un plateau traversant la route départementale. Il a ensuite déposé une plainte contre le maire et l'adjoint pour délit de favoritisme, car la commune a fait réaliser les travaux en cause sans respecter les règles applicables au marché public. Les élus ont d'ailleurs été condamnés. Et ensuite, le propriétaire saisit le juge administratif d'un recours pour obtenir l'annulation du contrat, qui selon lui repose sur un délit pénal du contrat de projet urbain partenarial. Eh bien, la Cour administrative d'appel rappelle la jurisprudence commune de Béziers de 2009, vous savez, qui permet à une partie au contrat d'obtenir l'annulation du contrat. Le juge se réservant de régulariser, de n'annuler que pour l'avenir ou d'annuler complètement le contrat si le vice est grave. Vous voyez, il se place, le juge, pour l'examen d'une convention de projet urbain partenarial dans le régime des contrats administratifs. En l'espèce, d'ailleurs, il n'annule pas le contrat parce que ce n'est pas parce que la commune, les élus ont fait respecter les travaux sans respecter les règles de marché que ça a un effet sur la légalité de la convention de projet urbain partenarial. Section 3 maintenant, les taxes sur les terrains devenus constructibles. La question est la suivante. Un terrain acquiert de la valeur parce qu'il est classé en zone urbaine. Il était en zone agricole ou en dehors des espaces urbanisés quand la commune n'avait pas de PLU. Il ne valait rien, enfin, il valait le prix d'un terrain agricole. Il est classé en zone urbaine, sa valeur est multipliée par 100. Est-ce que la commune qui a opéré ce classement peut en tirer un profit? Est-ce qu'elle peut bénéficier d'une part de la plus-value? La réponse était non jusqu'à il y a 15 ans, en lien, je l'ai déjà dit, avec la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. On est pénalisé d'un côté quand son terrain est mal classé, on ne peut rien en tirer, on ne peut pas engager la responsabilité de la commune quand mon terrain qui était en zone urbaine est classé en zone agricole. Mais de la même manière, la commune ne peut pas me demander des plus-values, une part de la plus-value, quand grâce à elle, mon terrain étant classé en zone urbaine, je peux le vendre beaucoup plus cher. Ce parallèle n'existe plus maintenant parce que le législateur, depuis une quinzaine d'années, a instauré 2 taxes sur la plus-value. Petit 1, la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles. La taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles. Cette taxe a été créée
par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, elle peut être mise en place par une commune ou un EPCI compétent en matière de PLU. Il faut donc que le conseil municipal l'institue par une délibération, ce n'est pas automatique. En 2013, donc les chiffres commencent à dater, il faudrait que j'actualise, 6 339 communes l'avaient institué. Alors, elle s'applique donc, cette taxe, elle s'applique lors de la première vente à titre onéreux, la première cession à titre onéreux, de terrains nus ayant été rendus constructibles par le classement du PLU ou un document en tenant lieu. Le taux de la taxe est fixé à 10%. Donc, vous êtes propriétaire d'un terrain, un PLU est adopté en 2017, en 2018, vous vendez le terrain, eh bien, votre terrain qui avant le PLU était classé en zone agricole, a été classé en zone urbaine dans le PLU, je crois que j'ai dit donc 2017, vous le vendez en 2019, eh bien, la plus-value que vous faites du fait de ce classement se voit taxée, 10%. L'assiette de la taxe, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du terrain actualisé en fonction de l'indice des prix à la consommation. Combien j'ai acheté le terrain, combien je le vends grâce à ce classement en terrain constructible. Donc l'objectif de cette taxe est de permettre aux communes de bénéficier d'une partie de la plus-value générée par un classement en zone urbaine. La taxe ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrain constructible de plus de 18 ans. Celui qui a conservé pendant très longtemps un terrain qui est classé en zone constructible depuis plus de 18 ans, il ne paye pas la taxe. Alors parfois, ça pose des problèmes. Exemple, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2018, numéro 16 BX 03 139. Dans cette affaire, un terrain qui était classé en zone d'urbanisation future, dans le POS, c'est l'équivalent des zones à urbaniser maintenant dans le PLU, n'est pas nécessairement constructible. Et le propriétaire disait, mais mon terrain était déjà classé auparavant dans le POS en zone constructible, il était en zone AU, zone à urbanisation future. Mais nous avons vu, quand nous avons vu les zones à urbaniser, et le régime des zones d'urbanisation future dans le POS n'était pas très différent, qu'il y a deux types de zones à urbaniser. Certaines sont immédiatement constructibles, d'autres ne le sont, je vous renvoie au cours, qu'après révision ou modification du PLU. Donc, si votre terrain est dans cette deuxième catégorie de zones à urbaniser, il n'était pas constructible immédiatement. Donc, le délai de classement en zone à urbaniser ne doit pas être englobé dans les 18 ans de la période pendant laquelle le terrain était déclaré constructible. Ça ne compte pas. La taxe ne s'applique pas non plus lorsque le prix de cession est inférieur au prix d'acquisition. Là, il n'y a pas de plus-value. Prix d'acquisition tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, sortez-moi votre acte de vente, combien vous avez acheté le terrain, majoré d'un montant égal à 200% de ce prix. J'ai acheté le terrain 1000, je fais 1000 fois 200%, et si la somme que j'obtiens est inférieure au prix de vente, il n'y a pas naturellement de taxe. Il y a également des cessions qui sont exonérées pour des raisons assez logiques. Quelqu'un est propriétaire d'une maison. Autour de sa maison, il y a un terrain de 3000 m². Il décide de vendre 1000 m² pour construire. Il n'y a pas de taxation. À condition, toutefois, pardon, je me suis trompé. Dans les hypothèses que j'ai vues, il y a taxation. En revanche, celui qui vend un terrain de 3000 m² sur laquelle se trouve sa maison, mais il vend les deux choses en même temps. Il vend la maison avec les 3000 m². Là, ce n'est pas imposé. En revanche, s'il vend, il garde sa maison et sur les 3000 m², comme ça se fait souvent, il vend 1000 m² pour permettre à quelqu'un de construire, eh bien, c'est imposé. Pas d'imposition quand le bien est cédé du fait d'une déclaration d'utilité publique. C'est assez logique. L'État exproprie un terrain parce qu'il veut mener une opération d'utilité publique, le propriétaire ne voulait pas vendre, lui. C'est pour ça qu'il a fallu recourir à l'expropriation. Eh bien, le terrain a peut-être pris de la plus-value. Elle n'est pas imposée. Pas d'imposition également quand il y a échange de biens dans le cadre d'un remembrement. Remembrement urbain que j'ai vu notamment lorsque j'ai vu les associations foncières urbaines. Pas d'imposition non plus quand le prix de cession est inférieur à 15 000 €. Vous voyez, les cessions de faible montant, 15 000 €,
il n'y a pas de taxe. Et je crois également que lorsque le terrain vendu fait 5 mètres carrés, moins de 5 mètres carrés, il n'y a pas de taxe non plus. Je n'ai pas la chose sur les yeux, mais je crois que la règle s'applique également. Paragraphe 2, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrain rendu constructible. C'est une autre taxe qui a un peu le même régime, le même objet que la précédente. Elle a été créée par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture. Et elle peut se cumuler avec la taxe que je viens de voir. La taxe que je viens de voir est instituée, peut être instituée par les communes. Celle que je vois maintenant est instituée de plein droit. Cette taxe sur la cession à titre onéreux de terrain rendu constructible est due lors de la première cession à titre onéreux, pas la deuxième, comme tout à l'heure, hein, ce n'est pas la deuxième non plus tout à l'heure, première cession à titre onéreux d'un terrain rendu constructible, lorsque le prix est supérieur à 15 000 euros, comme dans la précédente, et que la plus-value, là c'est dit, là il n'y avait pas de précision dans la taxe précédente, que la plus-value est supérieure à 10 fois le prix d'acquisition. En dessous, donc pas de plus-value. Pas de taxe, je veux dire. Il y a une plus-value, mais pas de taxe. Le taux est de 5% ou 10%, et l'assiette est la même que celle de la taxe précédente. L'assiette de la taxe est réduite d'un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 8e année. Tout à l'heure, c'était 18 ans, pas de taxation. Là, au-delà de 8 ans, si vous avez le bien 9 ans, on vous retire 10% sur la valeur du bien, de la plus-value. 10 ans, 20%, etc. Le taux de la taxe varie donc en fonction du rapport existant entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Je vous ai dit, la taxe est de 5 ou 10%. Eh bien, ça dépend de la plus-value. Le taux est de 5% lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Le terrain a été acheté à un prix, vous le revendez 9 fois plus cher, 12 fois plus cher, eh bien, jusqu'à 30, le taux sera de 5% sur la plus-value. Au-delà, le taux sur la plus-value sera de 10%. Donc, ce n'est pas, encore une fois, dans les deux taxes, ce n'est pas un taux qui s'applique sur la valeur globale du bien. C'est la différence entre la valeur de vente et la valeur d'acquisition. Vous achetez un terrain, vous achetez un bien 100 000, vous le revendez 200 000, la taxe porte sur les 100 000. Le produit de cette taxe, à la différence de la précédente, est versé au profit d'un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs. La taxe précédente bénéficiait à la commune, celle-ci bénéficie à l'installation des jeunes agriculteurs. Elle a d'ailleurs été instituée par une loi sur la modernisation de l'agriculture. Il y a bien un lien, parce que des terrains qui sont vendus parce qu'ils sont constructibles, ce sont des terrains qu'on enlève à l'agriculture. Vous voyez, c'est un peu ça qui explique ce lien qui a été assuré. Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges occasionnés par cette taxe. Pour avoir un exemple d'application, on peut citer par exemple un arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2017, numéro 400 766. À propos de la détermination de savoir si le terrain était auparavant constructible ou pas. Il s'agissait d'une grande parcelle et auparavant, certaines parties de la parcelle étaient classées en zone non constructible dans le POS et d'autres en zone constructible. Et le propriétaire donc vend une partie de son terrain et le juge administratif dans cette affaire constate que la partie qui a été vendue était en zone non constructible. Donc, il n'y a pas de... auparavant, était en zone non constructible et est devenue constructible. Donc, la taxe s'applique. Le constructeur disait le terrain était en partie classé en zone non constructible. Oui, en zone constructible. Oui, mais la partie que vous vendez était en zone non constructible avant que le PLU ne la classe en zone constructible. La taxe s'applique. La prochaine fois, dans une 4e partie, je verrai le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions. Donc, j'entrerai dans l'examen des autorisations d'urbanisme. Pour l'instant, j'ai vu les documents d'urbanisme, j'ai vu l'aménagement et la taxation.
je verrai donc les autorisations, permis de construire, déclaration, certificat d'urbanisme, permis d'aménager.